Bonjour, j'ai appelé cet exposé de la culture pop à la culture top. Pop, c'est publish or perish, cette pression qui est mise sur les chercheurs. Et top, c'est un mouvement Transparency Openness Promotion qui dit que par la science ouverte, on pourra mieux promouvoir l'intégrité. Je suis absolument convaincu que la plupart des chercheurs sont honnêtes. Dans mon propos, vous allez pouvoir croire l'inverse. Non, les chercheurs sont honnêtes. Ils sont mis dans un système où des gens honnêtes sont poussés à dériver. Les fraudeurs sont rares. Je crois que nous sommes dans une période rouge, après une période bleue où il y a eu, après-guerre, le développement des revues scientifiques pour évaluer, communiquer, disséminer la recherche, l'archiver. Et dans les années 70-80, un documentaliste à Philadelphie, Eugene Garfield, avait fait un petit indicateur pour lui-même pour savoir à quelle revue s'abonner. Et cet indicateur a été pris par des institutions, par des universités, par des organismes de recherche, à la fois pour allouer des ressources à des recherches et à la fois pour faire les carrières et les promotions des chercheurs. Il s'appelle cet indicateur le facteur d'impact qui mesure la notoriété d'une revue mais qui n'a aucune prétention à mesurer la qualité des recherches dans cette revue. Donc nous sommes dans cette époque rouge dont il faudra un jour sortir pour aller vers du plus vert, et c'est ce que je voudrais vous dire, peut-être la transparence, l'ouverture des données, la science ouverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un seul exemple, mais le détailler correctement. C'est l'exemple du travail d'une équipe américaine de M. Turner, dont vous aurez toutes les références, qui a comparé, pour des antidépresseurs uniquement, les données de l'agence d'enregistrement, la Food and Drug Administration, avec les données qu'il y a dans les publications. Son premier article était de 2008 dans le New England et il montrait qu'en gros, ce qui était positif était publié, ce qui était négatif n'était pas publié. Et en plus, quand ce qui était négatif était publié, ce qui était rare, il ne disait pas explicitement que les résultats étaient négatifs. Positif, c'est un résultat qui est en faveur de l'activité de l'antidépresseur. Négatif, c'est en défaveur. Alors, au cours de sa carrière, il a eu plusieurs publications. Certains de ses travaux ont été repris par une équipe et c'est cet article que je vais vous détailler. Vous avez ici 105 essais d'antidépresseurs. 52 sont qualifiés de négatifs, c'est-à-dire que l'antidépresseur ne marche pas, et 53 de positifs. Et dans cette colonne de gauche, vous pouvez imaginer que ce sont les rapports qui ont été remis à la Food and Drug Administration. Donc ça reste dans des archives. Attention, nous sommes dans un modèle où les agences publiques savent exactement ce que font les chercheurs. Et rares sont les modèles en dehors du médicament où les agences publiques savent ce que font les chercheurs. Donc la première question que je vous pose, combien de ces publications vont se retrouver dans des revues scientifiques? Bien sûr, vous allez répondre, effectivement, quand un essai marche, il a tendance à être publié, et ici c'est 52 des 53, et quand il ne marche pas, 25 des 52 négatifs ont été publiés. La question suivante que je vais vous poser, puisque nous sommes ici dans cette deuxième colonne dans des revues scientifiques avec des articles, si on lit ces articles, que contiennent-ils? La question est, est-ce que si on lit ces articles, les rouges sont toujours rouges? Voici l'état. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces rapports d'antidépresseurs qui étaient négatifs, ne marchaient pas à la FDA, ont été publiés en volume, mais ont été publiés faussement. C'est-à-dire qu'on publie un sous-groupe, on publie une autre dose du médicament. C'est assez facile de faire ça, une évaluation qui n'est pas faite au moment prévu par le protocole. Donc le message là, c'est qu'un certain nombre de négatifs sont publiés comme
efficacité de l'antidépresseur. La question suivante, c'est si nous poursuivons la lecture de ces articles de la colonne C, troisième colonne, y a-t-il dans certains de ces articles des spins? Les spins, ce sont ces manipulations qui, tout en reconnaissant que le résultat n'est pas statistiquement significatif, vont avoir des abus de langage. Je vous donne un exemple. Nos résultats n'étaient pas statistiquement significatifs, mais néanmoins indicatifs d'une tendance. Un autre exemple. Dans cet essai, l'antidépresseur ne marche pas, mais c'est parce que il était sous-dosé. Si on avait eu la bonne dose, ça marcherait. Donc on se pose la question, dans ces articles de la troisième colonne, combien ont des spins? Donc vous voyez que des vrais négatifs, publiés négatifs, il en reste très peu. Petite chose en plus que vous connaissez, c'est qu'en général, quand un article est dit positif, il marche, il est cité 3 fois plus souvent que ton article est dit négatif. Donc vous avez colonne de gauche, la réalité dans les archives d'une agence, et quatrième colonne, les articles dans les revues scientifiques. Donc là, c'est la mise en évidence très claire de distorsion entre la publication et la réalité. M. Turner vient de publier très récemment, en janvier 2002, une autre étude sur des antidépresseurs un peu plus récents, 2008 à 2013, puisque la première étude était relativement ancienne. Il faut du temps pour faire ces études. Et sur ces 30 antidépresseurs qu'il a étudiés, il y en avait 15 où l'antidépresseur marchait, tous publiés. Et il y en avait 15 où l'antidépresseur ne marchait pas. Bonne nouvelle, la moitié, 7, ont été publiés en disant que ça ne marchait pas, donc vous voyez, ça change. 6 n'ont jamais été publiés et 2 publiés avec des spins. Attention, il y a des données qui montrent que la non-publication des données dites négatives est essentiellement le fait des chercheurs qui ne soumettent pas les manuscrits. J'ai aussi pensé, comme vous, que c'était les revues qui ne voulaient pas. Mais il y a des données maintenant qui montrent que les revues ont toujours publié les résultats négatifs. C'était un exemple, comme j'en aurais pu en prendre 50. Les pratiques des chercheurs, on pourrait les mettre en 3 cases. À gauche, ce qui est non intentionnel, c'est-à-dire le jeune non formé, mis sous pression, le chercheur qui doit avoir des articles, et c'est ce qu'on appelle les erreurs honnêtes. Manque de formation, méthodologie insuffisante, non-respect des réglementations, faute faite parfois par des jeunes sans bien s'en rendre compte. À l'extrême droite, par contre, nous avons ce qui s'appelle la fraude. Et la fraude est plutôt très rare. Fabrication, falsification de données et plagiat, définition d'origine américaine. Donc, gardez à l'esprit que la fraude est très médiatisée, mais rare. Et je voudrais vous remplir cette case de pratiques discutables en recherche progressivement. Tout d'abord, toutes les pratiques autour de la paternité des articles. Auteur cadeau, auteur fantôme, ordre des auteurs, non-respect des critères de paternité, auteur aux mains sales. Les auteurs aux mains sales, c'est le chef de service qui met son nom sur tous les articles de son département. J'ai avec d'autres beaucoup travaillé là-dessus et je confirme que dans la plupart des pays du monde, c'est la première cause de dysfonctionnement d'une équipe de recherche, les problèmes de qualité d'auteur. Ensuite, je passerai rapidement sur tout ce qu'on pourrait qualifier de torture au massage des données. Nous venons d'avoir des exemples, choix sélectif de données, omission, manipulation d'images, publication trompeuse, bricolage des tests statistiques. Là, vous connaissez tout ça et c'est assez fréquent. On pourrait prendre des exemples pour chacune de ces mentions sur cette diapositive. Il existe, et ça a été bien décrit avec la Covid, des manipulations des revues.
Alors d'abord, il y a tout ce qui est l'art de la citation, les biais, les distorsions, les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. 20-30% des citations, et c'est dans cet article qui est à gauche de Médecine Science, 30% des citations ne contiennent pas exactement ce qu'on leur fait dire. Ne soyez pas étonnés quand vous sortez une référence à la fin d'un article qu'elle ne correspond pas à ce que vous attendiez. Et la crise Covid a permis à l'équipe de Rennes, de Florian Audet, de montrer ce que tout le monde savait, mais maintenant nous avons des données probantes. Des équipes de recherche manipulent les revues. Elles mettent quelqu'un de leur équipe rédacteur en chef ou plusieurs de leur équipe dans le comité de rédaction, et ce qui fait que certains des articles de cette équipe sont acceptés en 24 heures. Nous l'avons vu pour la Covid. Je passe aussi sur les revues prédatrices ou revues douteuses. Les liens d'intérêt, je passe, financier, non financier. Les problèmes de financement, de recherche financée jamais publiée, les dépenses hors projet, et tout ce qui est dans les médias, l'embellissement, les communiqués de presse trompeurs et tout ça. Ce milieu, qu'on appelle pratique discutable en recherche, représente, d'après un éditorial du Lancet d'avril 2015, au moins la moitié des pratiques de recherche. Les chercheurs sont poussés par un système à publier des contes de fées. Les revues jouent dans ce système parce qu'elles cherchent de la notoriété et de la citation. Elles peuvent prendre ce qui s'appelle des hot papers, des articles qui ne valent rien uniquement pour faire parler de la revue. Donc nous sommes dans un système où aujourd'hui le constat est fait. Le constat, c'est que l'Académie a vendu à des marchands la production du savoir. L'article devient un objet monnayable, vendable. Les économistes donnent des valeurs, même en dollars. Il faut beaucoup publier dans des revues de notoriété, vous connaissez tout ça, et avoir beaucoup d'articles sur un CV, c'est bien mieux qu'en avoir peu. Un livre exceptionnel d'un économiste australien explique toute cette marchandisation de la science. Donc, nous venons de voir la partie rouge, il va falloir s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que le constat est fait. Une autre nouvelle qui sera bonne un jour, c'est qu'on peut changer. Bien sûr, tous les mouvements de la science ouverte au sens général, sous ce module TOP, Transparency, Openness, Promotion, où il y a énormément de directives, travailler en collaboration, partager ces données, les mettre à disposition de tout le monde, est un mouvement important. Il faut améliorer le système d'évaluation, tout le monde est d'accord, c'est plus un problème de système qu'un problème d'homme. Je passe, et je ne déclinerai partout, la déclaration de Singapour de 2010, la déclaration d'Aura qui dit qu'il ne faut plus utiliser le facteur d'impact pour évaluer les recherches, allouer des ressources, nommer des chercheurs, les principes de Hong Kong 2017. Je voudrais juste insister rapidement sur la règle des 5 en Australie. Un CV en Australie ne devrait avoir pas plus de 5 articles des 5 dernières années. Ce n'est pas très populaire parce que ça oblige les jurys à lire 5 articles plutôt que de prendre un indicateur dont ils ne savent pas comment il est calculé, mais cet indicateur permet de grader. Et nous allons parler des Registered Reports et d'un mouvement Sub4RI. J'ai pris le choix de vous parler des Registered Reports parce qu'actuellement il y a plus de 300 revues qui l'ont mis en route, très peu en médecine, mais ça a commencé par les neurosciences, sciences cognitives, la psychologie. 300 revues, dont des revues du groupe Nature, donc Nature Communication, Nature Human Behavior. C'est un modèle de revue qui consiste à dire les chercheurs soumettent des protocoles et l'évaluation par les pairs est faite sur les protocoles. Et la décision de publier est prise sur le protocole. 3 ou 5 ans plus tard, le chercheur enverra son manuscrit avec les résultats de sa recherche
sauf si il y avait des problèmes majeurs d'analyse ou il y avait des problèmes d'insultes ou n'importe quoi, il n'est pas remis en cause la décision de publier, quels que soient les résultats. Donc actuellement, c'est un modèle qui se développe lentement parce qu'il faut 5 à 7 ans après la décision dans une revue pour avoir son pipeline, mais qui commence à exister même dans quelques revues en médecine. Et nous avons depuis peu les premières données pour évaluer ce modèle de Registered Reports. Dans cet article, une chercheuse allemande a comparé 152 articles qu'on appelle ici Standard Reports, le modèle habituel que nous connaissons des articles, où sur ces 152 articles, 95% des publications supportent l'hypothèse de départ. Donc ça marche toujours. Elle a comparé ça à 71 articles sous le modèle Registered Reports, et sous le modèle Registered Reports, ce n'est que moins de 45% des publications qui supportent l'hypothèse de départ. Donc ce système est beaucoup plus vertueux, il fait que les chercheurs n'ont pas besoin de faire de contes de fées pour convaincre, ils vont juste exposer leurs données initiales. SOPS4RI est un projet européen qui essaye de donner des procédures pour l'intégrité. Je voudrais juste vous résumer les 3 domaines. Il y a donc 3 domaines, le soutien à la recherche, l'organisation et la communication. Le soutien au sens général à la recherche, il faudrait diminuer la pression à publier. C'est facile à dire, mais ça ne vient pas vite. Il faudrait mieux encadrer les jeunes avec des recommandations claires. Et il faut, ce qui commence à se développer dans beaucoup de pays, des formations à l'intégrité. Mais je ne suis pas personnellement persuadé que ce mouvement qui dit qu'il faut former les jeunes soit le principal. Le principal, c'est qu'il faudrait former les vieux et former le système. Le deuxième aspect de ce projet, c'est l'organisation. Toutes ces structures éthiques, structures d'intégrité, de déontologie, protéger les lanceurs d'alerte, protéger les suspects. Les institutions ont tendance à se protéger dès qu'il y a un problème, à veiller à leur image plutôt qu'à protéger l'inspection, la recherche de méconduite et les décisions. Bien sûr, tout ce qui est management de données, nous l'avons déjà vu. Et dernière partie de ce projet SOPS4RI, Standard Operating Procedure standard pour l'intégrité de la recherche, c'est la collaboration. Les équipes qui collaborent, voire internationales, ont probablement moins de pratiques douteuses, ça reste encore à démontrer. Il faut des règles claires, non seulement avec les industries, mais les autres équipes. Bien sûr, la déclaration des liens d'intérêt, encore que ce soit assez complexe. Et il faut publier toutes les recherches. Il y a encore beaucoup de recherches qui ne sont pas publiées. Bien sûr, tout ce qui est lié à la qualité d'auteur, tout ce qui est lié à la communication avec le public font partie de tout ça. Je vous remercie. 2 messages à garder. Les chercheurs sont honnêtes, c'est une question de système. Et deuxième chose, les pratiques discutables ou douteuses en recherche représentent encore en 2022 largement plus de la moitié des publications. Je vous remercie.